Manon s'effondra dans la neige à quatre pattes, respirant lourdement. La tempête de neige lui cinglait le visage, ses doigts ne sentaient plus le froid depuis longtemps. Seul son ventre, brûlant, dur comme la pierre, se contractait sous l'effet d'une nouvelle crampe. Elle ferma les yeux avec force, attendant que la vague de douleur se retire, puis les rouvrit pour apercevoir des empreintes immenses, inhumaines. Quelque chose la suivait à travers la forêt. Manon releva la tête. Entre les arbres, une ombre fugace passa, haute, large, entièrement couverte de fourrure. Son cœur chuta lourdement dans sa poitrine. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais seul un râle rauque s'échappa de sa gorge. La créature fit un pas de plus vers elle. Ses yeux brillaient d'une lueur jaune dans l'obscurité. « Ne me touchez pas » murmura Manon, pressant ses mains contre son ventre. « S'il vous plaît. » Et dire qu'il y a 2 semaines à peine, ses peurs étaient d'une toute autre nature. Avant de commencer, écrivez selon la tradition de quelle ville vous êtes, abonnez-vous, mettez un like et regardez jusqu'à la fin. Nous commençons. Il y a 2 semaines, Manon se tenait devant la cuisinière, remuant une bonne soupe de légumes dans une grande marmite. Son ventre arrondi l'empêchait de s'approcher trop près, l'obligeant à se pencher en avant. Son dos était endolori après une journée entière passée à faire le ménage, mais elle ne se plaignait jamais. Nicolas rentrerait du travail affamé, il fallait que tout soit prêt à temps. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale au-dessus du réfrigérateur. 6h30. Encore une demi-heure. Sur la porte du réfrigérateur, un magnet souvenir des Maldives, aux couleurs vives, exhibait des palmiers et une mer turquoise. Un cadeau de Monique. Manon et Nicolas n'y étaient jamais allés. C'était sa belle-mère qui y avait passé des vacances 3 ans auparavant, mais elle avait insisté pour accrocher le magnet dans leur maison de campagne louée. Une manière subtile de rappeler qui était la véritable maîtresse des lieux. Manon s'essuya les mains sur le vieux peignoir de sa sœur, une étoffe délavée par d'innombrables lavages. Elle n'osait pas en acheter un neuf. Il mettait chaque centime de côté pour la poussette, pour le berceau. Encore 3 mois à tenir, pensait-elle en versant la soupe fumante dans 2 bols. Ensuite, Nicolas louerait un appartement, comme il l'avait promis, et ils commenceraient enfin leur vie à eux. Rien que 3. Le bruit d'un moteur de voiture dehors la fit sursauter. Manon jeta un regard par la fenêtre et se crispa, ce n'était pas la voiture de Nicolas. C'était le SUV de luxe noir de Monique. « Oh non, pas encore » murmura-t-elle pour elle-même. D'un geste rapide, Manon dissimula le ticket de caisse de la pharmacie derrière un bocal de lentilles. Elle avait acheté des vitamines prénatales, mais sa belle-mère trouverait certainement quelque chose à redire. Elle dirait qu'elles étaient trop chères, qu'on pouvait en trouver de moins onéreuses, ou simplement que ce n'étaient pas les bonnes. La clé tourna dans la serrure. Manon essuya ses paumes moites sur son peignoir et força un sourire. Monique entra sans un mot de salutation. Elle retira son luxueux manteau en fourrure, le suspendit au porte-manteau et balaya du regard l'entrée puis la cuisine. Manon sentait le regard de sa belle-mère évaluer chaque détail, la petite tache sur le linoléum, la fine couche de poussière sur l'abat-jour de la suspension, les assiettes encore humides dans l'égouttoir. « Nicolas n'est pas encore rentré ?» demanda Monique en entrant dans la cuisine. « Non, pas encore, Monique, » répondit Manon d'une voix basse. « Il est retenu au travail. »« À mon travail ?» la corrigea sa belle-mère en ouvrant le réfrigérateur. Manon se tut. Nicolas était directeur dans l'un des magasins de Monique. 12 heures par jour pour un salaire à peine supérieur à la moyenne. Sa belle-mère appelait cela « aider son fils à prendre son envol ». Monique sortait les produits, examinait les étiquettes, le visage crispé par le dégoût. « Encore sur les premiers prix » dit-elle en reposant la brique. « Nicolas mérite mieux que ça. »« Nous essayons d'économiser, Monique » commença Manon. « Pour quand le bébé sera là, il faudra. »« Vous économisez sur mon argent » la coupa sèchement sa belle-mère. « L'argent que je donne à mon fils. » « Où tu crois vraiment qu'il gagne autant par lui-même » Manon serra les lèvres. Bien sûr qu'elle le pensait. Nicolas gagnait un salaire décent. Cela suffisait pour la nourriture et les charges de la maison que Monique louait pour eux. Mais chaque mois, sa belle-mère ne manquait pas de le leur rappeler, le loyer est de temps. « C'est moi qui paie. Vous me le devez. » Monique ouvrit un placard, en sortit la liasse de tickets de caisse que Manon conservait pour suivre leurs dépenses, et se mit à les feuilleter.
40 € de cosmétiques? Demanda-t-elle en brandissant un ticket. Tu es enceinte. Qui essaies-tu de séduire? C'est une crème anti-vergeture, Monique, expliqua Manon doucement, baissant les yeux. Une crème anti-vergeture, répéta sa belle-mère avec un rictus méprisant. Ma belle-fille devrait m'appeler maman, mais tu n'as jamais été digne de ce titre. Manon restait silencieuse, serrant un torchon dans ses mains. Le tissu s'enfonçait dans ses paumes. Elle avait appris à ne pas répondre. Toute justification ne faisait qu'attiser le feu. Monique jeta les tickets sur la table et se dirigea vers la chambre. Manon entendait les portes des armoires s'ouvrir, les étagères être inspectées. L'inspection, c'est ainsi qu'elle nommait ses visites impromptues. 5 minutes plus tard, Monique revint. « Tu n'as pas changé les draps ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Je les ai changés il y a 3 jours, répondit Manon. Lundi. Il faut les changer tous les 2 jours. Nicolas ne doit pas dormir dans du linge qui n'est pas frais. Manon hocha la tête. Discuter était inutile. Monique la fixa longuement, d'un regard scrutateur. Puis son regard descendit sur le ventre de Manon. Il est déjà bien gros, remarqua-t-elle. 7 mois. Oui, confirma Manon, couvrant instinctivement son ventre avec sa main. Nicolas m'a dit que vous vouliez l'appeler Léo? En l'honneur de son père? Oui, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je n'y vois pas d'inconvénient, répondit froidement Monique. Bien que le choix du prénom devrait revenir au père de l'enfant, pas à toi. Manon déglutit, sentant une boule se former dans sa gorge. C'était Nicolas et elle qui avaient choisi ce prénom ensemble. Il avait lui-même proposé Léo. Mais expliquer cela à sa belle-mère était peine perdue. Monique se leva, prit son manteau. Dis à Nicolas qu'il me faut les documents pour les impôts demain. Qu'il me les apporte avant 20 h, dit-elle sur le seuil. Je lui dirai, promit Manon. Sa belle-mère s'attarda un instant, puis se retourna. J'ai toujours su que mon fils faisait une erreur, prononça-t-elle à voix basse mais distinctement. Mais il a bon cœur, il ne t'abandonnera pas avec l'enfant. Même si, à sa place. Elle ne termina pas sa phrase, sortit simplement et referma la porte. Manon resta plantée au milieu de la cuisine, le torchon toujours serré dans ses mains. La soupe avait refroidi. Ses mains tremblaient. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda le SUV de Monique quitter l'allée. Ce n'est que lorsque les feux arrière rouges disparurent au coin de la rue que Manon s'autorisa à expirer, posant une main sur son ventre. Le bébé donna un coup de pied, comme pour la rassurer. Encore 3 mois, murmura Manon. Ensuite, Nicolas nous trouvera un appartement et nous vivrons seuls. Juste nous. Elle croyait en ces mots. Elle devait y croire. Dehors, la neige commençait à tomber, la première de l'année. Humide, lourde. Manon regardait les flocons s'écraser contre la vitre et fondre. Elle ne savait pas encore que, dans 2 semaines, elle courait à travers cette même neige. Seule dans la tempête, chassée de chez elle. Elle ne savait pas qu'elle rencontrerait dans la forêt celui qui se révélerait plus humain que n'importe quel être humain. Mais cela, c'était pour plus tard. Pour l'instant, elle croyait, elle attendait, elle endurait. Comme toujours. Manon enfournait un hachis parmentier lorsque le téléphone sonna. Le plat préféré de Nicolas. Il avait promis de rentrer pour 20 h. Il était maintenant presque 21 h. Retenu au travail, comme d'habitude. Elle s'essuya les mains sur un torchon et décrocha. Numéro inconnu. Allô? Répondit-elle, coinçant le téléphone entre son épaule et son oreille tout en fermant la porte du four. Bonjour, je suis bien chez l'épouse de monsieur Nicolas Durand? Demanda une voix d'homme, officielle, sèche. Manon se figea. Oui, c'est moi, dit-elle doucement, sentant un froid glacial se répandre dans sa poitrine. Inspecteur Olivier Martin, de la gendarmerie. Votre mari a été victime d'un accident de la route. Il est actuellement à l'hôpital régional de Tours, en réanimation. Le téléphone lui glissa des mains et tomba sur le carrelage. L'écran se fissura en étoiles, mais Manon ne le remarqua pas. Elle s'accroupit, ramassa l'appareil avec des doigts tremblants. Allô, vous m'entendez? Parvenait la voix du haut-parleur. Je suis là, souffla Manon. Qu'est-ce qu'il a?
Est-ce qu'il est vivant? Vivant. Traumatisme crânien, lésions internes. On l'opère. Venez. L'inspecteur lui dicta l'adresse et raccrocha. Manon resta au milieu de la cuisine, serrant le téléphone fissuré. Son monde s'était rétréci à une seule pensée. Nicolas en réanimation. Ses jambes ne lui obéissaient plus. Respirer était difficile. Le bébé donna un coup de pied violent, comme pour la ramener à la réalité. Manon pressa une main contre son ventre. Tout ira bien, murmura-t-elle. Papa va s'en sortir. Elle attrapa sa veste sur le porte-manteau, enfila ses bottes sans les lacets. Les papiers. Il faut les papiers. Carte d'identité, carte vitale. Ses mains tremblaient si fort qu'elle fit tomber sa carte d'identité 2 fois avant de réussir à la glisser dans sa poche. Elle composa le numéro d'une compagnie de taxi. Les sonneries semblaient durer une éternité. Taxi, Sandrine à votre écoute, répondit une opératrice d'une voix monotone. Il me faut un taxi pour l'hôpital régional de Tours, en urgence s'il vous plaît. Lâcha Manon, enfilant sa veste. Prise en charge à quelle adresse? Manon dicta l'adresse, le souffle court. Une voiture sera là dans 20 minutes, l'informa Sandrine. Vous ne pouvez pas faire plus vite? La voix de Manon se brisa en un cri. Mon mari est en réanimation. Toutes les courses sont prises dans l'ordre, répondit l'opératrice avec indifférence. 20 minutes. Attendez dehors. Bip. 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 Manon resta là, le téléphone à la main, sentant les larmes couler sur ses joues. 20 minutes. Une éternité. Elle se précipita dehors sans éteindre le four. Le hachis parmentier y resta. Le vent était glacial. La neige tombait à gros flocons, collant à ses cheveux, à son visage. Manon se posta au bord de la route, scrutant chaque voiture qui passait. Les minutes s'étiraient comme des heures. Son ventre se contracta de nouveau. Violemment, douloureusement. Manon se plia en deux, s'agrippant à un lampadaire. Une contraction? Non, impossible. C'est trop tôt. Le stress. Juste le stress. 15 minutes plus tard, une vieille Renault 4 taxi s'arrêta, les bas de caisse rouillés. Manon se jeta dessus, ouvrit la portière. L'hôpital régional de Tours, le plus vite possible, s'il vous plaît, demanda-t-elle en se glissant sur la banquette arrière. Le chauffeur, Patrick, un homme d'une 50aine d'années avec une moustache grise, hocha la tête et démarra. Sacrée tempête ce soir, dit-il en la regardant dans le rétroviseur. Les routes sont glissantes, il y a déjà eu pas mal d'accidents. Manon ne répondit pas, le regard fixé sur la vitre, ne voyant que son propre reflet. Ses lèvres bougeaient toutes seules. Mon Dieu, faites qu'il soit en vie. Faites qu'il soit en vie. Je ne crois pas en vous, mais si vous existez, faites qu'il soit en vie. Patrick disait encore quelque chose sur la météo, sur les prévisions pour le lendemain, mais les mots ne l'atteignaient pas. Manon serrait dans ses mains son téléphone à l'écran fissuré, comptait les maisons qui défilaient, respirait de manière irrégulière. Son ventre se durcissait. Le bébé bougeait nerveusement, plus fort que d'habitude. 20 minutes plus tard, le taxi s'arrêta devant l'entrée de l'hôpital. Manon tendit au chauffeur tout l'argent qu'elle avait dans sa poche, sans compter, et bondit dehors. L'hôpital l'accueillit avec son froid, son odeur d'antiseptique et son silence. Manon se précipita vers l'accueil. Nicolas Durand, on l'a amené il y a 1 heure. Où est-il? Demanda-t-elle en s'agrippant au comptoir. L'infirmière à lunettes, Valérie, consulta lentement son ordinateur. Réanimation, 2e étage, répondit-elle. Mais on ne laisse pas entrer la famille. Je suis sa femme. Cria Manon. Ça ne change rien. Valérie ne leva même pas les yeux. Manon courut vers les escaliers, s'agrippant à la rampe pour monter au 2e étage. Son cœur battait à tout rompre, un point de côté la lançait. Le couloir de la réanimation, long, avec ses murs verts et ses lumières blafardes. Une odeur de médicaments et autre chose, de peur, de douleur. Assise près de la porte avec l'inscription rouge, bloc opératoire, il y avait Monique. Dans son manteau de fourrure claire, sa coiffure était impeccable,
son maquillage sans une seule fissure, seules ses lèvres étaient pincées en une fine ligne. Manon s'approcha, ses jambes flageolant. Monique, souffla-t-elle. Que s'est-il passé? Comment est-ce arrivé? Sa belle-mère leva la tête. Son visage était de pierre. Il venait chez moi, répondit-elle froidement. Je lui avais demandé d'apporter les documents pour les impôts. C'était urgent. La nuit? Manon ne put se retenir. Dans une telle tempête? Monique se leva, ses yeux se plissèrent. Tu m'accuses? Demanda-t-elle sèchement, faisant un pas en avant. Non, je. Manon recula, levant les mains en signe de défense. Je ne voulais pas. C'est toi qui n'arrêtais pas de l'appeler au travail? Siffla Monique, pointant un doigt accusateur sur la poitrine de Manon. Le distrayant, te plaignant, gênant. Peut-être que tu l'as encore appelé? Je ne l'ai pas appelé, objecta Manon en secouant la tête. J'étais à la maison toute la soirée. Tu mens. Monique s'approcha encore. Il a été distrait par son téléphone, c'est pour ça qu'il a perdu le contrôle. Manon ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Les larmes l'étouffaient. Peut-être qu'elle avait vraiment appelé au mauvais moment? Le matin, elle lui avait envoyé un SMS pour lui demander quand il rentrerait. Peut-être qu'il le lisait en conduisant. La porte du bloc opératoire s'ouvrit. Un médecin en blouse verte en sortit, son masque chirurgical baissé sur son menton. Son visage était las, ses yeux rouges. La famille de Monsieur Durand? Demanda-t-il. Je suis sa mère, dit Monique en s'avançant la première. Je suis sa femme, murmura Manon, restant en arrière. Le médecin les regarda toutes les deux, soupira. Traumatisme crânien, contusion cérébrale. L'hémorragie interne dans la cavité abdominale a été stoppée, expliqua-t-il d'une voix fatiguée. Les pronostics sont réservés. Il est dans le coma, les prochaines 24 heures sont critiques. Il va survivre? Demanda Manon, sa voix lui semblant étrangère. Nous ferons tout notre possible. Le médecin ne la regarda pas dans les yeux. Il retourna dans le bloc. Manon voulut le suivre, tira sur la poignée de la porte. Une infirmière, Christine, sortit du couloir en courant et la saisit par le bras. Interdit à la famille, dit-elle sèchement. Éloignez-vous de la porte. Manon se laissa glisser au sol, le long du mur. Ses jambes ne la portaient plus. Monique s'assit sur la seule chaise disponible dans le couloir. Elles restèrent silencieuses. L'horloge au mur égrenait les secondes. L'opération continuait. 1 heure, 2, 3. Manon était assise sur le linoléum froid, ses bras entourant ses genoux. Son ventre la tirait, son dos lui faisait mal, mais elle ne bougeait pas. Monique était assise sur la chaise, sans lui proposer de se serrer ou de lui céder la place. Elle fixait le mur d'en face. 4 heures. 5. 6. Manon s'assoupit, la tête appuyée contre le mur. Elle rêva que Nicolas l'appelait, mais qu'elle ne parvenait pas à le trouver. Elle fut réveillée par Monique qui la secouait par l'épaule. « Lève-toi » dit doucement sa belle-mère. L'opération est terminée. Manon se redressa d'un bond. Le monde tangua. Elle s'agrippa au mur pour ne pas tomber. Le même médecin sortit du bloc, l'air encore plus épuisé. « L'opération s'est bien déroulée, dit-il. Mais il est toujours dans le coma. Nous le transférons en réanimation. Quand se réveillera-t-il? Demanda Monique. Le médecin la regarda longuement. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Peut-être demain. Peut-être dans une semaine. Ou peut-être. Il ne termina pas sa phrase, mais Manon entendit le non-dit. Ou peut-être jamais. Ses jambes se dérobèrent. Elle s'affaissa de nouveau sur le sol et cacha son visage dans ses mains. Nicolas était en train de mourir, et Monique la tenait pour responsable. Et le plus effrayant, c'est que Manon commençait à croire que sa belle-mère avait raison. Le premier jour après l'opération, Manon le passa sur les chaises du couloir de la réanimation. Les infirmières lui apportaient de l'eau, lui proposaient d'aller dans la salle de repos, mais elle refusait. Elle avait peur de s'éloigner, au cas où Nicolas se réveillerait et qu'elle ne serait pas là. Monique arriva vers midi.
Elle tenait un panier de fruits frais, raisins, mangues, ananas. Des fruits chers et brillants. Pour Nicolas, dit-elle à une infirmière en lui tendant le panier. Pour quand il se réveillera. L'infirmière prit le panier, hocha poliment la tête. Manon la vit emporter les fruits dans la salle des infirmières. Nicolas ne pouvait pas les manger. Il était sous ventilation artificielle, nourri par sonde. Mais Monique n'avait pas demandé ce dont il avait besoin, elle avait apporté ce qui paraissait bien. Sa belle-mère resta 15 minutes devant la porte de la réanimation, parlant avec le médecin traitant. Manon entendait des bribes de conversation. « Je suis prête à payer les meilleurs spécialistes. Quoi qu'il en coûte. Mon fils doit vivre. » Puis Monique partit, prétextant une réunion importante. Manon resta seule. Le deuxième jour, elle apporta de la maison un thermos de soupe. Le matin, alors qu'il faisait encore jour, elle avait pris un taxi pour rentrer, se changer, prendre des vêtements propres. La maison de campagne louée l'accueillait avec le froid et une odeur de brûlé. Le hachis parmentier dans le four avait carbonisé. Le plat avait éclaté sous la chaleur. Manon le jeta, aéra, rassembla ses affaires et retourna à l'hôpital. Elle mangea sa soupe dans les toilettes, debout près du lavabo, gênée de manger dans le couloir. Les autres visiteurs la regardaient, les infirmières fronçaient les sourcils. Quand Monique arriva et vit le thermos sur la chaise, son visage se tordit de dégoût. « Tu as installé un dortoir ici ?» demanda-t-elle avec mépris. Quelle honte. Manon rangea le thermos dans son sac sans répondre. Le troisième jour, les médecins l'autorisèrent à entrer dans le box de soins intensifs pour 10 minutes. Manon se lava les mains avec une solution hydroalcoolique jusqu'à ce que ça lui brûle, enfila des surchaussures et une blouse en papier. Ses mains tremblaient. Nicolas était allongé sur le lit d'hôpital, pâle, immobile. La tête bandée, un tube dans la gorge, des fils le reliant au moniteur, des perfusions. Le bip de l'appareil de ventilation. Les lignes vertes scintillantes sur l'écran. Manon s'approcha, prit sa main. Froide, sans vie. « Nicolas, c'est moi » murmura-t-elle en serrant ses doigts. « Tu m'entends ? On a besoin que tu reviennes. » Elle posa sa main sur son propre ventre. « Ton fils attend son papa » ajouta-t-elle, caressant la rondeur sous la blouse. « Il donne des coups tous les jours, il veut te connaître. S'il te plaît, reviens. » Nicolas ne bougeait pas, seul l'appareil respirait pour lui. Inspire, expire. Inspire, expire. Manon sentit un regard sur elle, se retourna. Dans l'entrebâillement de la porte se tenait Monique. Le visage impénétrable, comme un masque. Elle les regardait, son fils, sa belle-fille, le ventre de femme enceinte. Impossible de savoir ce qu'elle pensait. Le temps est écoulé, dit doucement l'infirmière, touchant l'épaule de Manon. Désolé. Manon embrassa Nicolas sur le front et sortit. Monique entra dans la chambre, refermant la porte derrière elle. Elle y resta 20 minutes. Quand elle sortit, ses yeux étaient secs. Le troisième jour, Manon trouva sur Internet un article sur un professeur neurochirurgien de Paris, un spécialiste des traumatismes crâniens. Il travaillait dans une clinique privée, donnait des consultations pour les cas complexes. Peut-être saurait-il comment aider Nicolas. Peut-être existait-il un traitement dont on ne connaissait pas l'existence ici. Elle s'approcha de l'infirmière, lui montra l'article sur l'écran fissuré de son téléphone. « Pourriez-vous essayer de trouver les coordonnées de ce médecin ?» demanda Manon. Peut-être qu'il accepterait de regarder les scanners, de donner son avis. L'infirmière regarda, hocha la tête avec compassion. « Je vais essayer de voir avec des collègues, promit-elle. 1 heure plus tard, Monique entra dans le couloir. Visage de pierre. « Tu as décidé que tu Y connaissais mieux que les médecins ?» demanda-t-elle froidement, s'arrêtant devant Manon. « Je veux juste aider » répondit Manon en se levant doucement de sa chaise. « Aider ?» Monique eut un petit rire méprisant. « Tu veux me soutirer de l'argent pour des spécialistes hors de prix ? Tu crois que je ne comprends pas ton petit jeu ? » Non, objecta Manon en secouant la tête. « Je veux que Nicolas survive. » À mes frais, trancha sa belle-mère. La consultation du professeur, c'est au moins 2000 €. Un traitement à Paris, des centaines de milliers. Tu y as pensé ?
Manon serra les poings. C'est votre fils, souffla-t-elle. C'est précisément pour ça que c'est moi qui prends les décisions. Monique s'approcha. Pas toi. Compris? Manon baissa les yeux. Monique tourna les talons et s'en alla. L'infirmière, qui avait tout vu, s'approcha de Manon, lui toucha le bras. N'y faites pas attention, dit-elle doucement. Elle est sous le choc. Chacun réagit différemment. Manon hocha la tête, sans croire un seul mot. Le 5e jour, le médecin traitant, Stéphane, organisa une réunion, convoquant Monique et Manon dans son bureau. Le médecin devait avoir la quarantaine, avec des yeux fatigués et des tempes grisonnantes. Sur la table était posé l'épais dossier médical de Nicolas. « Asseyez-vous » proposa-t-il en montrant les chaises. Monique s'assit la première. Manon, à côté, sur le bord. « Je veux être honnête avec vous » commença Stéphane, joignant les mains sur la table. L'édème cérébral se résorbe plus lentement que nous l'espérions. Le pronostic est incertain. Monsieur Durand peut se réveiller dans une semaine, ou dans un mois. Il marqua une pause. Manon déglutit. Ou peut-être quoi? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Le médecin la regarda avec gravité. Ou ne pas se réveiller du tout, répondit-il. Vous devez envisager toutes les possibilités. Monique se leva brusquement. La chaise grinça. Vous avez l'obligation de le sauver, lança-t-elle durement. Je paie pour son traitement. J'exige les meilleurs spécialistes. Nous faisons tout notre possible, dit calmement Stéphane. Mais la médecine a ses limites. Le cerveau est une structure complexe. Parfois, des patients se réveillent contre toute attente. Parfois, ils ne se réveillent pas, même si nous avons tout fait correctement. Pas assez correctement. Monique frappa la table de la paume de sa main. Transférez-le à Paris. Avec un tel édème cérébral, le transport serait mortel, objecta le médecin. Il ne survivrait pas au voyage. Monique se tut, les lèvres pincées, puis se rassit. Combien de temps faut-il attendre? Demanda-t-elle froidement. 2 semaines, répondit Stéphane. Si, d'ici là, il n'y a pas d'amélioration, les chances diminuent considérablement. Manon cacha son visage dans ses mains. 2 semaines. 14 jours. Si peu et une éternité à la fois. Vous devriez rentrer chez vous, ajouta le médecin en regardant Manon. Vous êtes enceinte. Le stress est dangereux pour le bébé. Je vois que vous ne mangez presque pas, que vous ne dormez pas correctement. Vous allez vous faire du mal, avouez à votre enfant. Je ne peux pas partir, murmura Manon. Et s'il se réveille et que je ne suis pas là? Nous vous appellerons, promit Stéphane. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Laissez-nous votre numéro. Manon hocha la tête, mais elle savait qu'elle ne partirait pas. Elle ne le pouvait pas. Elles sortirent du bureau. Monique s'arrêta dans le couloir, fixant longuement Manon. D'un air scrutateur, froid, comme si elle prenait une décision. Quoi? Demanda Manon doucement, ne supportant plus son regard. Monique ne répondit pas, tourna les talons et partit. Manon retourna s'asseoir sur ses chaises, s'allongea, utilisant son sac comme oreiller, se couvrant de sa veste. Son ventre était douloureux, tiraillait, lançait. Le bébé n'avait presque pas bougé ces 2 derniers jours, comme s'il s'était tapi, effrayé lui aussi. La nuit, Manon fut réveillée par une contraction, vive, aiguë. Elle se mordit la lèvre pour ne pas crier. Une autre survint 10 minutes plus tard. Puis encore une. Elle se traîna jusqu'aux toilettes, s'enferma dans une cabine, assise sur la cuvette, le ventre serré entre ses bras, pleurant sans un bruit. La bouche ouverte, les larmes coulant, mais pas un son. Elle avait appris, ces derniers jours. Ce sont de fausses contractions, comprit-elle. C'est juste son corps qui n'en peut plus. Le stress, la fatigue, la peur. Tout s'était mêlé en un seul nœud. Elle retourna dans le couloir à l'aube, s'allongea sur les chaises, ferma les yeux. Nicolas ne se réveillait pas. Monique venait une fois par jour, et à chaque fois, son regard sur Manon se faisait plus glacial. Quelque chose changeait, quelque chose se brisait. Manon sentait une tempête approcher,
mais elle ne savait pas à quel point elle serait terrible. Si cette histoire vous touche, mettez un like et écrivez un commentaire. Vous aiderez ainsi la chaîne à grandir et à raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Stéphane les convoqua dans son bureau à 18 h. Manon était assise sur ses chaises dans le couloir quand une infirmière lui toucha l'épaule. « Le médecin traitant vous demande, dit-elle doucement. Et votre belle-mère aussi. » Monique arriva 20 minutes plus tard dans un tailleur pantalon gris, professionnel, strict. Les cheveux tirés en chignon, le maquillage impeccable. Manon se leva, lissant son pull froissé. Elle se sentait comme une mendiante à côté de sa belle-mère. Elles entrèrent dans le bureau en silence. Stéphane était assis à son bureau. Devant lui, un dossier épais. Manon vit le nombre de feuilles, des dizaines, peut-être une centaine. Le dossier médical de Nicolas pour les 7 derniers jours. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », proposa le médecin, indiquant les chaises en face. Monique s'assit la première, le dos droit. Manon s'installa à côté, se recroquevillant. Le bureau sentait le café et l'antiseptique. Une horloge murale faisait tic-tac. Stéphane posa ses mains sur le dossier. « J'ai réuni un conseil aujourd'hui », commença-t-il d'une voix lasse. « Neurochirurgien, neurologue, réanimateur. Nous avons discuté de l'état de Monsieur Durand. » Il se tut. Manon retint son souffle. « Parlez », exigea froidement Monique. « Je dois être honnête », poursuivit le médecin, les regardant droit dans les yeux. La probabilité que Monsieur Durand se réveille diminue de jour en jour. L'activité cérébrale est minimale. L'édème se résorbe très lentement. Actuellement, les chances de retrouver un état de conscience sont d'environ 30%. Mais 30%, c'est une chance, murmura Manon, agrippant les accoudoirs du fauteuil. Monique se tourna brusquement vers elle. « Tais-toi » lança-t-elle. Manon referma la bouche. Monique regarda le médecin. « Parlez franchement, dit-elle durement. Sera-t-il un légume ?» Stéphane grimaça à ce mot. « En cas de sortie du coma, des séquelles graves sont possibles, répondit-il prudemment. La mémoire, la parole, la motricité. La rééducation sera longue, des années peut-être. Toutes les fonctions ne se rétablissent pas complètement. Et s'il ne se réveille pas ? Demanda Monique sans changer d'intonation. Alors se posera la question du maintien des fonctions vitales, dit le médecin à voix basse. Manon bondit de sa chaise. Non. Souffla-t-elle fort. Nous attendrons. Je serai là. Je lui parlerai. Des gens sortent du coma après des mois, des années. Assieds-toi, prononça froidement Monique sans la regarder. Les adultes discutent. Manon se rassit, sentant ses joues brûler d'humiliation. Monique se pencha en avant. Combien de temps nous donnez-vous ? Demanda-t-elle. Encore une semaine, répondit Stéphane. Si, après 14 jours post-traumatisme, il n'y a pas d'amélioration, les chances deviennent quasi nulles. Quelques pourcents. Monique hocha la tête, comme si elle venait d'entendre un bulletin météo et non la condamnation de son fils. Bien, dit-elle en se levant. J'attendrai votre appel. Elle quitta le bureau sans un mot d'adieu. Manon resta assise, fixant le dossier sur la table. Excusez-la, dit doucement Stéphane. Les gens vivent leur deuil différemment. Certains pleurent, d'autres se renferment. Elle ne vit pas son deuil, murmura Manon. Elle calcule les options. Le médecin se tut. Manon se leva et sortit. Dans le couloir, Monique se dirigeait déjà vers la chambre de Nicolas. D'un pas rapide, décidé. Manon se hâta de la suivre. Devant la porte de la chambre, Monique s'arrêta, lui barrant le passage de la main. « Attends ici », dit-elle sans regarder Manon. « Mais je veux aussi. » Commença Manon. « J'ai dit d'attendre », répéta fermement Monique avant d'entrer dans la chambre et de fermer la porte. Manon resta dans le couloir, s'approcha du hublot de la porte, regarda à travers la vitre. Monique était assise sur une chaise près du lit de son fils, tenant sa main dans les siennes, penchée sur lui, et ses épaules tressautaient. Elle pleurait, sans bruit, sobrement, mais elle pleurait. Manon regardait, éprouvant un étrange mélange de pitié et de colère.
Monique souffrait. C'était son fils, son unique enfant. Mais pourquoi Manon n'avait-elle pas le droit d'être là à cet instant? Elle était la femme de Nicolas, la mère de son enfant, mais pour Monique, cela n'avait aucune importance. Sa belle-mère caressa les cheveux de Nicolas, l'embrassa sur le front, resta assise encore une minute, puis s'essuya les yeux avec un mouchoir. Quand elle se leva et se tourna vers la porte, son visage était de nouveau de pierre. Aucune trace de larmes. Elle sortit de la chambre, passa devant Manon sans la regarder, mais s'arrêta quelques pas plus loin. « Demain, tu viendras chez moi, » dit Monique sans se retourner. « Nous devons parler. »« De quoi ?» demanda Manon doucement. Monique se retourna, la fixa longuement, d'un air estimateur. « De ton avenir, » répondit-elle froidement. « Tu n'as plus de mari, Manon. »« Il est vivant, » objecta Manon en s'avançant. « Mon fils est vivant, » la corrigea Monique. « Mais ton mari, lui, n'est plus. Tu saisis la différence ?» Manon ouvrit la bouche, mais les mots lui manquèrent. Monique tourna les talons et s'en alla. Le claquement de ses talons sur le linoléum s'éloignait. Manon resta dans le couloir vide. L'infirmière qui lui avait apporté de l'eau passa à côté d'elle. Elle s'arrêta, toucha l'épaule de Manon. « Rentre chez toi, ma petite, » dit-elle avec compassion. « Repose-toi, tu as une mine affreuse. » Manon hocha la tête, prit son sac, sa veste, et quitta l'hôpital. Dehors, la tempête de neige commençait. La première vraie neige, humide, lourde, collante. Le vent lui fouettait le visage. Manon ferma sa veste, rabattit sa capuche et se dirigea vers l'arrêt de bus. Les flocons tombaient drus, lui aveuglant les yeux. Manon leva le visage vers le ciel, ouvrit la bouche, attrapant les flocons, sentant leur contact fondant sur sa langue. Elle voulait pleurer, mais les larmes ne venaient pas. Juste un engourdissement. Un vide intérieur. Le bus était en retard. Manon attendait à l'arrêt, grelottant. Des voitures passaient, les vitrines des magasins brillaient d'une lumière chaude et accueillante. De l'autre côté de la rue, la vitrine d'un magasin pour enfants, poussettes, berceaux, jouets. Colorés, jolis. Manon les regardait et pensait, comment vais-je faire, seule? Sans travail, sans argent, avec un enfant. Nicolas ne se réveillera pas. Je le sais. 30%, c'est un mensonge. Les médecins exagèrent toujours pour donner de l'espoir. C'était la première fois en une semaine qu'elle pensait à ça. Pas à Nicolas, mais à elle, à l'avenir, à ce qui se passerait quand tout serait fini. Et cette pensée l'effraya. L'effraya parce qu'elle s'était déjà résignée, parce qu'à l'intérieur, elle avait déjà fait le deuil de son mari, alors qu'il respirait encore. Le bus arriva. Manon monta, s'assit sur la banquette arrière, serra son sac contre sa poitrine, regardant par la fenêtre la tempête s'intensifier. Elle ne savait pas que la conversation de demain avec Monique serait la dernière. Elle ne savait pas que dans une semaine, elle se retrouverait dans la forêt des Vosges, seule, dans une tempête similaire. Qu'elle y rencontrerait celui qui lui montrerait que les monstres n'ont pas toujours une apparence effrayante. Parfois, ils ont un visage humain. Le manoir en Normandie de Monique se dressait à la lisière d'un village, derrière un haut mur d'enceinte. 2 étages, en briques, avec des colonnes à l'entrée. Manon arriva en taxi, donna ses derniers billets au chauffeur. Elle avait pris son sac avec elle. Sa belle-mère le lui avait demandé au téléphone le matin, « Prends tes affaires personnelles. » Au cas où. Manon gravit les marches, sonna. La tempête redoublait de violence, le vent faisait s'engouffrer la neige sous sa veste. Il faisait un froid glacial, humide. Monique ouvrit elle-même. En tailleur pantalon noir, les cheveux lissés en arrière. Visage sans expression. « Entre », dit-elle brièvement en s'écartant. Manon entra dans le hall. Il faisait chaud, non pas à cause de la température, mais à cause des dimensions de la maison. Immense, avec de hauts plafonds, un sol en marbre. Froid, malgré les radiateurs. « Déchausse-toi », lança Monique en se dirigeant vers le salon. Manon retira ses bottes mouillées, laissa son sac près de la porte et suivit sa belle-mère, pieds nus sur le sol glacial. Le salon était aussi grand que leur maison entière. Canapé en cuir, tableau au mur, une cheminée avec un vrai feu. Sur la table basse,
une chemise cartonnée avec des documents, 2 tasses de café. Du café de luxe, Manon en sentit l'arôme. Assieds-toi. Monique désigna le canapé en face de son fauteuil. Manon s'assit sur le bord du canapé, le dos droit. Elle posa ses mains sur ses genoux. Monique s'installa dans le fauteuil, croisa les jambes, prit sa tasse de café et but une gorgée. Manon ne toucha pas à la sienne. J'ai réfléchi toute la nuit, commença Monique calmement. À mon fils, à l'avenir, à toi. Peut-être qu'ensemble, ce sera plus facile. Commença Manon avec espoir, se penchant en avant. Non, la coupa sèchement sa belle-mère. Pas plus facile. Tu es un fardeau. Manon tressaillit, comme si elle venait de recevoir une gifle. Quoi? Murmura-t-elle. Monique posa sa tasse, la regarda droit dans les yeux. Nicolas ne se réveillera pas, prononça-t-elle calmement, comme si elle discutait d'un contrat commercial. Les médecins ne le disent pas franchement, mais je le vois. 30%, c'est un mensonge charitable. 10% au mieux, et plus probablement 0. Vous ne pouvez pas dire ça, s'exclama Manon en se levant d'un bond. C'est votre fils. C'est justement pour ça que je vois la vérité, répondit froidement Monique. Mon fils est mort dans cet accident. Ce qui est à l'hôpital, c'est un corps. Et je ne vais pas gaspiller des années dans un faux espoir. Je ne crois pas que vous. Manon secouait la tête, les larmes lui montant aux yeux. Assieds-toi. Aboya Monique. Manon se rassit automatiquement. L'habitude d'obéir prit le dessus. Monique se leva, arpenta la pièce, s'arrêta près de la cheminée et se retourna. Maintenant, parlons de toi, dit-elle en la regardant de haut. Tu es enceinte. De mon fils, techniquement. Tu accoucheras, l'enfant sera un héritier. Une part de l'appartement, de l'entreprise. Je ne pense pas à ça, commença Manon doucement. Tu mens, trancha sa belle-mère. Depuis le début, tu en voulais à l'argent. Tu es tombée enceinte exprès pour attacher Nicolas. Ce n'est pas vrai. Cria Manon en se levant de nouveau. Je l'aimais. Monique eut un rictus méprisant. Tu l'aimais? Répéta-t-elle ironiquement. Déjà au passé. Tu te résignes vite. Manon était perdue, ouvrant et fermant la bouche. Non, je l'aime, parvint-elle à articuler. Il est vivant, il. Monique s'approcha de la table, prit la chemise et la jeta sur les genoux de Manon. Voici des documents, expliqua-t-elle d'un ton professionnel. Une renonciation au droit de succession. Tu signes, tu reçois 30 000 €. Pour commencer. Manon ouvrit le dossier, les mains tremblantes, parcourut le texte des yeux, termes juridiques, tampons, signature. C'est pour les droits de l'enfant, murmura-t-elle en levant les yeux. De ton enfant, la corrigea Monique. Mon fils n'en a pas besoin. C'est le petit-fils de Nicolas, objecta Manon en repoussant le dossier sur la table. Monique s'approcha de la cheminée, lui tourna le dos, regardant le feu. Non, dit-elle doucement. C'est ton fardeau. Tu le mettras au monde seul, tu l'élèveras seul. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi et ton enfant. Silence. Seul le crépitement des bûches dans la cheminée. Manon était assise, les poings serrés sur ses genoux. Et si Nicolas se réveille? Demanda-t-elle à peine audiblement. Monique se retourna. Un sourire narquois sur le visage. Il ne se réveillera pas, répondit-elle. Et si par miracle ça arrive, je lui dirai que tu es parti de toi-même. Que tu l'as abandonné dans le coma, que tu l'as trahi. Manon se leva brusquement. Il ne vous croira pas. Cria-t-elle. Il me croira. Monique s'approcha. Je suis sa mère. Depuis 26 ans. Tu es sa femme depuis 2 ans. En qui a-t-il confiance? Manon ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés. C'était vrai. Nicolas avait toujours écouté sa mère. Même pour des broutilles. Toujours. Je ne signerai pas, souffla-t-elle en regardant le sol. Monique se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit en grand. Le vent s'engouffra, la neige vola dans le hall.
Alors, dégage, dit-elle froidement. De la maison, de ma vie. Sans argent, sans toi. C'est illégal, objecta Manon en s'approchant. La maison est un bien commun. Monique éclata de rire. Un rire méchant, bref. La maison est à mon nom, expliqua-t-elle d'un ton moqueur. Je vous la louer gratuitement. Il n'y a pas de bail. Prouve le contraire. Manon s'arrêta. La prise de conscience la submergea. Vous avez fait ça exprès, murmura-t-elle. J'ai toujours su que tu n'étais pas digne de mon fils, prononça Monique en se redressant. Et je me suis préparé à ce jour. Manon était au milieu du salon, chancelante. Son monde s'écroulait. Dégage, maintenant, répéta sa belle-mère en montrant la porte. Mais il y a une tempête dehors, cria Manon, désespérée. Je suis enceinte. Monique s'avança. Son visage se déforma, le contrôle céda. Je m'en fous, hurla-t-elle, et sa voix résonna contre les murs. Tu as ruiné mon fils, tu le distrayais, tu l'appelais, tu réclamais de l'attention. Il venait de chez moi et pensait à toi, c'est pour ça qu'il s'est planté. Je ne l'ai pas appelé, cria Manon à travers ses larmes. Je ne suis pas coupable. Dehors. Monique la saisit par le bras, la traîna vers la porte. Dehors de ma maison, que je ne te revoie plus jamais. Manon se débattait, mais sa belle-mère la tenait fermement. Elle la tira dans le hall, la poussa. Manon trébucha, tomba à genoux sur le seuil. La neige lui volait au visage, le froid la brûlait. Monique jeta son sac derrière elle. Il atterrit dans la neige, à côté. S'il vous plaît, murmura Manon en relevant la tête. Je n'ai nulle part où aller. Retourne d'où tu viens, lança Monique, la dominant de sa hauteur. Dans ta misère. Tu ne donneras pas naissance à l'héritier de mon fils. J'y veillerai. Qu'est-ce que vous? Commença Manon, l'horreur lui serrant la gorge. Monique se pencha, parlant à voix basse, menaçante. Si tu accouches, je te le prendrai par voie de justice. Tu n'as pas de travail, pas de logement. Tu es instable. Moi, je suis riche, je pourvoirai à tous les besoins de l'enfant. Le juge sera de mon côté. Vous n'oserez pas, souffla Manon en reculant sur les marches. J'oserai, répondit calmement Monique. Ou alors, tu n'accoucheras pas du tout. Un accident est si vite arrivé. Qui le saura? Elle recula d'un pas et claqua la porte. Le verrou cliqueta. Manon resta à genoux dans la neige. Vêtue d'une simple veste fine, elle n'avait pas prévu de rester dehors. Son sac, à côté, prenait l'humidité. Elle se releva en chancelant. Son corps était engourdi par le froid. Elle se dirigea vers le portail. Le portillon était ouvert. Monique ne l'avait même pas fermé. Telle était sa confiance en son bon droit. Manon sortit sur la route de campagne enneigée. À droite, le village, mais il était loin. Et toutes les maisons là-bas avaient été achetées par Monique. À gauche, la forêt. Sombre, enneigée. La tempête s'intensifiait. On ne voyait pas à plus de quelques mètres. Manon sortit son téléphone. L'écran était fissuré mais fonctionnait. Elle composa le numéro de son ami. Sonnerie, sonnerie. Pas de réponse. Elle n'entendait pas. Le numéro de ses parents. Désactivé. Elle avait oublié de payer la facture. Le service de taxi. Un répondeur, en raison des conditions météorologiques défavorables. Manon laissa tomber son bras. Le téléphone tomba dans la neige. Elle le ramassa, le glissa dans sa poche. Seule. Elle était seule. Sur une route, en pleine tempête, enceinte, sans argent. Son portefeuille était resté à la maison. Dans son sac, juste des vêtements. Je vais marcher jusqu'à la nationale, se dit-elle, je ferai du stop. Quelqu'un me prendra. Elle se mit en marche. La neige lui arrivait aux chevilles, s'infiltrait dans ses bottes. La forêt, à droite, semblait plus proche, mais elle longeait la route. Ne pas dévier, juste tout droit. Après 500 mètres, elle trébucha, tomba.
Les mains dans la neige, le visage dans la neige. Un froid si intense qu'il lui coupa le souffle. Elle se releva, continua. Le froid la transperçait jusqu'aux os. Son ventre se durcissait, se contractait. Manon s'arrêta, se plia en deux. Contraction ou juste le stress? Elle attendit que ça passe, et repartit. La tempête hurlait. La route disparut sous la neige. Manon avançait au hasard. Elle ne savait pas qu'elle était en train de se perdre. Elle ne savait pas que dans une heure, elle serait au cœur de la forêt. Elle ne savait pas qu'elle y rencontrerait celui qui se révélerait plus humain que n'importe quel être humain. Le monstre aux yeux lumineux. Son sauveur. Manon marchait, s'enfonçant dans la neige. Chaque pas était un effort. Ses jambes s'enfonçaient jusqu'aux genoux, ses bottes étaient pleines de neige, ses orteils insensibles. La tempête lui cinglait le visage, l'empêchant d'ouvrir les yeux. Elle avait perdu la route depuis une vingtaine de minutes. Elle pensait marcher parallèlement à elle, mais avait dévié sans s'en rendre compte. Maintenant, il n'y avait que des arbres autour d'elle, des troncs sombres, des branches chargées de neige. Impossible de voir le chemin du retour. Manon s'arrêta, regardant autour d'elle. Seule la blancheur de la neige diffusait une faible lumière. Le reste n'était que noirceur. Elle sortit son téléphone de sa poche. L'écran ne s'alluma pas. Elle appuya de nouveau sur le bouton. Rien. Déchargé. Non, 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 murmura Manon en secouant le téléphone. Inutile. Elle le remit dans sa poche. À l'aide. Cria-t-elle dans l'obscurité. Il y a quelqu'un? Sa voix fut absorbée par la tempête. Le hurlement du vent, le craquement des branches. Rien d'autre. Son ventre fut saisi par une crampe brutale. Manon se plia en deux, s'agrippant à un arbre. Elle respirait par la bouche, essayant d'attendre que ça passe. La contraction passa, laissant une douleur sourde. Elle se laissa lentement glisser sur ses talons, le dos contre le tronc, enlaçant ses genoux. « Je peux mourir ici », pensa-t-elle. « Nous pouvons mourir. » Elle resta assise 5 minutes, peut-être 10. Le temps n'avait plus de sens. Le froid la rongeait jusqu'à la moelle. Ses dents claquaient si fort que sa mâchoire en était douloureuse. Les larmes coulaient sur ses joues, gelant sur sa peau. Manon essaya de se relever, ses jambes ne lui obéissaient plus, elle retomba. Elle essaya de nouveau, s'agrippa au tronc, se hissa, se mit debout en titubant. La peur grandissait. Noire, visqueuse, étouffante. Soudain, un craquement sonore. Une branche se brisa sous le poids de quelqu'un. Manon se figea. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Silence. Juste le hurlement du vent. De nouveau un craquement. Plus proche. Quelqu'un marchait. « Je suis là !» cria Manon en se détachant de l'arbre. « Aidez-moi !» De la tempête émergea une silhouette. Immense, plus de 2 mètres de haut, large, massive. Manon expira de soulagement. « Merci », s'exclama-t-elle en faisant un pas en avant. « Je suis perdu. » Je pensais. La silhouette s'approcha. Un pas de plus, et Manon vit, pas un anorak. Une fourrure. Épaisse, longue, couverte de neige et de glace. Gris-brun, hirsute. Pas des mains, des pattes. Énorme, avec de longs doigts, des griffes noires et recourbées. Pas un visage, un mufle. Des pommettes larges, saillantes. Un nez aplati, des narines dilatées. Une grande bouche, des lèvres sombres. Et des yeux. Jaunes. Luisants dans l'obscurité, comme ceux d'un loup. Manon ouvrit la bouche. Le cri resta coincé dans sa gorge. Pendant une seconde, elle resta immobile, incrédule. La créature, la bête, ne bougeait pas non plus, la regardant. Puis Manon se mit à hurler. Un cri long, perçant, jusqu'à s'enrouer la gorge. Elle se retourna, se mit à courir, trébucha sur son sac, tomba le visage dans la neige, se retourna sur le dos, reculant à l'aide de ses jambes. La bête se tenait au-dessus d'elle. Immense, sombre, terrifiante. « Ne me touchez pas !»
haleta Manon, couvrant son visage de ses mains. Ne me touchez pas. La bête se pencha. Manon ferma les yeux, se recroquevillant. Ne touchez pas à l'enfant, murmura-t-elle en enlaçant son ventre. Je vous en supplie. Elle sentit un contact. Chaud, humide. Elle ouvrit les yeux. La bête reniflait son ventre. Le mufle tout près, son souffle la brûlant à travers sa veste. Elle émit un son bas, vibrant. Pas un grognement, autre chose. Manon cessa de respirer. La bête se redressa, la regarda dans les yeux. Longuement, d'un air scrutateur. Ses pupilles jaunes se contractèrent. Puis elle se tourna et s'éloigna. Manon resta dans la neige, incapable de bouger. Une hallucination, pensait-elle fiévreusement. Je suis en train de geler. Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas être réel. La bête s'arrêta à environ 3 mètres, se retourna par-dessus son épaule. Elle attendait. Quoi? Que voulez-vous? Demanda Manon en se soulevant sur les coudes. La bête hocha la tête en direction de la forêt. Viens. Je ne peux pas, murmura Manon. J'ai peur. La bête émit un son, insistant, exigeant, et fit un pas vers elle. Manon poussa un cri, reculant à 4 pattes. La bête s'arrêta, lui montra de nouveau la tête. Viens. Manon gisait dans la neige. Le choix, rester ici et mourir de froid. Ou suivre le monstre vers l'inconnu. Son ventre se contracta de nouveau, plus fort que la fois précédente. Elle gémit, serrant les dents. L'enfant. Elle devait penser à l'enfant. Lentement, très lentement, Manon se mit à genoux, puis debout. Ses jambes tremblaient de peur, de froid, de fatigue. Elle fit un pas vers la créature. Elle ne bougeait pas. Un autre pas. La bête se tourna et se mit en marche. Manon la suivit. À une distance de 5 mètres, tremblant de tout son corps. Ses dents claquaient. La bête marchait lentement, se frayant un chemin dans la neige. Manon mettait ses pieds dans ses empreintes. C'était plus facile ainsi, elle ne s'enfonçait pas. Marcher était difficile. Ses jambes ne lui obéissaient plus. Manon trébuchait, cherchant son équilibre. 10 minutes plus tard, elle tomba. Non pas parce qu'elle avait trébuché, simplement ses jambes avaient cédé. Elle tomba dans la neige et ne put se relever. Je ne peux pas, murmura-t-elle. Je n'en peux plus. La bête s'arrêta, se retourna, revint sur ses pas. Manon cria, essayant de reculer, mais elle n'en avait plus la force. La bête se pencha. Manon ferma les yeux, attendant la fin. Elle se sentit soulevée, ouvrit les yeux. La bête la portait dans ses bras, comme un enfant. Prudemment, presque tendrement. Lâche-moi. Se débattit faiblement Manon, le frappant sur la poitrine. Lâche-moi. Mais ses coups étaient comme des piqûres de moustiques. La bête ne les sentit même pas. Elle la portait. Manon sentait la chaleur de son corps à travers la fourrure. Une chaleur sauvage, animale. Si étrangère et si vivante. Elle cessa de se débattre. Plus de force. Sa tête tournait. Manon s'appuya contre la poitrine de la créature, entendait les battements de son cœur, lents, sourds. Ses paupières s'alourdirent, l'obscurité l'envahissait. La dernière chose qu'elle vit, c'était une lumière devant. Orange, chaude. Le feu, l'entrée d'une grotte isolée. Chaleur. Manon ferma les yeux. La conscience lui échappa. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé. 1 minute, 1 heure. Elle ouvrit les yeux. Elle était allongée sur quelque chose de doux. Au-dessus de sa tête, un plafond de pierre. À côté, un feu brûlait. Une grotte. Manon essaya de s'asseoir. Sa tête la lançait. Elle gémit, pressant ses paumes contre ses tempes. Elle entendit un bruit. Se retourna. À l'entrée de la grotte était assise la créature. Le dos tourné vers elle, regardant la tempête dehors. Manon se figea. C'était réel. Pas une hallucination. La bête des légendes. Et elle lui avait sauvé la vie.
Manon ouvrit les yeux lentement, avec difficulté. Ses paupières étaient lourdes, sa tête bourdonnait. Au-dessus d'elle, un plafond de pierre, irrégulier, couvert de fissures. L'humidité brillait à la lueur du feu. Le feu. Elle tourna la tête. À côté, un feu de camp, fait de branches sèches, brûlait. Crépitement, étincelles, chaleur. Elle était allongée sur quelque chose de doux. De la mousse, de l'herbe sèche, de vieilles peaux usées, sentant la fumée et l'animal. Manon essaya de s'asseoir. Sa tête tourna, le monde se brouilla. Elle attendit que ça passe, essaya de nouveau. Lentement, elle se redressa, s'appuyant sur ses mains. La grotte était petite, environ 5 mètres de diamètre. L'entrée était obstruée par des branches et des pots. Une protection contre le vent et la neige. Dans un coin, un tas d'os. Manon frissonna, plissant les yeux. Gros, rongés, des os d'animaux. Dans un autre coin, un petit tas d'objets humains. Une veste déchirée, à moitié pourrie. Une seule chaussure. Une boîte de conserve rouillée. Manon sentit des frissons parcourir son échine. Des gens étaient venus ici. Avant elle. Que leur était-il arrivé? La bête était assise près de l'entrée, le dos tourné. Un dos immense, couvert de fourrure gris-brun. Sèche à cause du feu, elle était hérissée. Des épaules très larges, une tête massive. Elle ne bougeait pas, seule sa poitrine se soulevait, elle respirait. Vous. Commença Manon à voix basse. Sa voix était enrouée. Vous n'allez pas me manger? La bête tourna la tête. Son profil était effrayant à la lueur du feu, une mâchoire proéminente, un nez large, des arcades sourcilières lourdes. Elle la regarda de ses yeux jaunes, et émit un son bref, sec, guttural. Manon ne comprit pas ce que cela signifiait, mais la créature ne se leva pas, ne s'approcha pas. Elle fit lentement le tour de la pièce du regard. Son ventre la tiraillait, mais pas encore de contraction. Elle se regarda. Sa veste mouillée avait été retirée, elle séchait près du feu sur un bâton. Elle était empulée en pantalon. Son sac était posé à côté, son contenu étalé sur les peaux. Papier, peigne, un pull de rechange, des chaussettes. La bête avait examiné ses affaires. Touché, reniflé, mis de côté. Manon passa une main sur son corps. Intact. Rien de cassé, mais ses doigts étaient presque insensibles, gelés. Elle approcha ses mains du feu, se frotta les paumes. La bête se leva. Manon se plaqua contre le mur, le dos contre la pierre. Elle était immense, près de 2,50 m, large, puissante. Mais elle ne s'approcha pas. Elle se dirigea vers un coin de la grotte où un mince filet d'eau coulait d'une fissure. Elle prit un bol en métal, vieux, rouillé, cabossé, puisa de l'eau, revint vers Manon et le lui tendit. Manon regarda le bol, puis la créature. Ses mains étaient énormes, ses doigts longs, avec des griffes noires, mais elle tenait le bol délicatement, sans renverser une seule goutte. Elle prit le bol, les mains tremblantes, le porta à ses lèvres. L'eau était glacée, pure, délicieuse. Elle but jusqu'à la dernière goutte. La bête reprit le bol, retourna à l'entrée, s'assit, se détourna. Manon regardait son dos et pensait, qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? La bête n'existe pas. Mais je la vois. Je l'ai touchée. Elle est réelle. Pourquoi ne m'a-t-elle pas tué? Pourquoi m'a-t-elle amené ici? Elle m'aide. Le monstre m'aide. Monique m'a chassé. Un être humain, beau, soigné, riche, m'a chassé pour mourir dans la tempête. Et cette créature m'a sauvé. Pourquoi? Manon s'assit plus confortablement, ramena ses genoux contre sa poitrine, regardant le feu. Ses paupières s'alourdirent, la chaleur et la fatigue prenaient le dessus. 20 minutes passèrent, peut-être plus. La bête ne bougeait pas. Manon commença à somnoler. Sa tête tombait en avant. Soudain, une douleur vive dans le bas-ventre. Aiguë, brûlante. Manon poussa un cri, se tenant les flancs. La bête se retourna brusquement. Non, murmura Manon, serrant son ventre entre ses paumes. Non, pas maintenant. Une autre vague de douleur.
plus forte que la première. Manon gémit, se coucha sur le côté, les jambes repliées. Ce sont les contractions, souffla-t-elle entre ses dents. Mon Dieu, ce sont les contractions. La bête se leva, s'approcha, se pencha sur elle. Manon la regarda à travers des larmes de douleur. J'accouche, dit-elle d'une voix rauque, haletante. Vous comprenez, le bébé arrive. La bête émit un son long, inquiet. Presque un gémissement. Elle ne comprenait manifestement pas ce qui se passait, mais sentait que quelque chose n'allait pas. Elle toucha son épaule de sa patte énorme. Doucement. Manon sentit la chaleur, la force. Les griffes éraflèrent sa peau à travers le pull. Une autre contraction. Manon cria, se cambrant. La douleur la submergea. La bête recula, s'agita dans la grotte, grognant de manière non menaçante, désemparée. Elle s'approchait d'elle, s'éloignait, ne sachant que faire. Manon respirait lourdement entre les contractions, regardant la créature à travers un voile de douleur. Vous ne savez pas quoi faire, murmura-t-elle en regardant dans ses yeux jaunes. Vous avez peur. Elle vit dans son regard la peur, la confusion. Il était si grand, si fort, mais si impuissant en cet instant. Nous avons peur tous les deux, ajouta Manon doucement. La contraction suivante arriva plus vite. Manon cria, tendit la main. La bête s'approcha, tendit sa patte. Manon s'y agrippa, serrant de toutes ses forces. Les griffes s'enfoncèrent dans sa paume, éraflant la peau, mais elle ne lâcha pas, se tenait, endurant la douleur. La bête restait immobile, patiente. La pression de Manon devait lui faire mal. Ses doigts pâlirent sous la fourrure. Mais elle ne retira pas sa main, resta là. En silence. Les contractions se rapprochaient. Manon comprit que c'était sérieux. Le bébé n'attendrait pas. Elle essaya de baisser son pantalon. Ses mains tremblaient, ne lui obéissaient pas. Elle n'y arrivait pas. Aidez-moi, murmura-t-elle en montrant son pantalon. La bête regardait, ne comprenant pas. Aidez-moi, cria Manon à travers ses larmes, tirant sur le tissu. La bête se pencha, attrapa délicatement la ceinture du pantalon avec ses griffes, tira. Le tissu craqua, mais elle le lui enleva. Une scène absurde, effrayante. Un monstre déshabillant une femme. Manon s'allongea sur le dos, écarta les jambes, se préparant. La bête recula contre le mur, s'assit, regardant sans ciller, manifestement effrayée par ce qui se passait. La contraction suivante fut longue. Manon criait sans se retenir. Le cri résonnait contre les parois de la grotte. La bête se boucha les oreilles avec ses pattes, ferma les yeux, grognant sourdement, ne supportant pas ses cris, mais elle ne s'enfuit pas. Elle resta. Manon criait, poussait, pleurait. La bête était assise contre le mur, les oreilles bouchées. Le feu brûlait. La tempête hurlait dehors. Et dans cette grotte, au milieu de la forêt, un miracle commençait. Un miracle de la vie, effrayant, douloureux, impossible. Les contractions ne cessaient pas. Manon perdit la notion du temps. 1 heure passa. 2. La douleur déferlait par vagues, sans répit. Elle cria jusqu'à ce que sa voix devienne rauque. Puis elle cria d'une voix éraillée, sifflante, presque inaudible. Le feu crépitait au centre de la grotte. La fumée montait, s'échappant par une fissure dans le plafond. Manon était allongée sur les peaux, couverte de sueur. Ses cheveux collaient à son front. Il faisait froid dans la grotte, mais son corps brûlait. La bête était assise contre le mur, tendue, sans la quitter des yeux. Chacun de ses cris la faisait tressaillir. Finalement, elle n'en put plus. Elle rampa plus près. Manon ne la repoussa pas. Elle avait besoin de quelqu'un à ses côtés. N'importe qui. La bête tendit la main. Manon s'y agrippa, serrant de toutes ses forces. Les griffes s'enfonçaient dans sa peau, mais elle ne le sentait pas. Ne lâchez pas, halta-t-elle entre ses dents, en poussant. La bête émit un grognement sourd, bas, apaisant, comme pour dire « Tiens bon ». Manon poussait, sentant que le bébé était proche. Très proche. Encore une fois. Encore. La bête parla soudainement. D'une voix forte,
basse. Manon la regarda à travers un voile de douleur. Quoi? Souffla-t-elle. La bête montra l'espace entre ses jambes. Manon se souleva sur les coudes. La douleur la transperça, mais elle regarda. Elle vit la tête du bébé, sombre, mouillée. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle en retombant. Encore un peu. Un dernier effort. Manon poussa de toutes les forces qui lui restaient. Hurlant à plein poumon, sans retenue. La bête tenait fermement sa main. De son autre main, elle se positionna en dessous, maladroitement, mais essayant d'attraper. Le bébé glissa. Un corps minuscule dans les pattes énormes de la bête. Une seconde de silence. Manon se laissa retomber sur le dos, respirant lourdement. Sa poitrine se soulevait, son cœur battait à tout rompre. Seul le feu crépitait, seul le vent hurlait dehors. Puis un cri. Fin, faible, mais un cri. Le bébé se mit à crier. Manon éclata en sanglots, de soulagement, de douleur, de bonheur, de tout à la fois. La bête restait immobile, tenant le nouveau-né dans ses paumes, le regardant sans ciller. Un être humain minuscule dans ses mains énormes. « Donne », murmura Manon en tendant ses mains tremblantes. « Donne-le-moi. » La bête lui passa délicatement le bébé, si lentement, si tendrement, comme si elle tenait un vase de cristal. Manon serra le nourrisson contre sa poitrine. Il était couvert de sang, de vernix, mais il était vivant. Il respirait, il criait. Un garçon. Vivant. Murmurait Manon en l'embrassant sur le front. Tu es vivant, mon garçon, mon petit. La bête se leva, se dirigea vers l'entrée, se mit dos à elle, regardant la tempête dehors, lui laissant de l'espace. Manon regardait son fils, puis réalisa le cordon ombilical. Il fallait le couper. Elle regarda autour d'elle. Près du mur se trouvait une pierre tranchante. Manon la regarda, puis regarda la bête. La bête suivit son regard. Comprit. Apporta la pierre, la lui tendit. Manon la prit, les mains tremblantes. Je ne sais pas comment faire, murmura-t-elle en regardant le cordon. La bête regardait, hésita une seconde, puis tendit la main, reprit la pierre. Qu'est-ce que vous? Commença Manon, effrayée. D'un seul coup de griffe, la bête coupa le cordon. Précis, rapide, sûr. Manon la regarda, choquée. Comment? Comment saviez-vous? Demanda-t-elle en la regardant dans les yeux. La bête ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Manon balaya la grotte du regard. Le coin avec les os. Elle regarda plus attentivement. Parmi les gros os se trouvait un petit crâne. Minuscule. De nourrisson. Manon se glaça. Quelqu'un avait accouché ici avant elle. Et la bête avait aidé. Elle savait quoi faire parce qu'elle l'avait déjà vu. Qu'était-il arrivé à cette femme, à cet enfant? Manon n'eut pas le temps de réfléchir. Son fils se remit à crier. Il avait froid. Elle attrapa dans son sac un pull de rechange, l'enveloppa dedans, le serra contre sa poitrine, le réchauffant de son corps. La bête apporta le bol d'eau, le posa à côté. Manon hocha la tête en signe de gratitude. La bête retourna à l'entrée, s'assit, se détourna, la laissant seule avec son enfant. Manon était assise sur les pots, tenant son fils, regardant son visage, ridé, rouge, mais si vivant. Ses doigts minuscules se serraient et se desserraient. Ses yeux étaient fermés. Il respirait. J'ai accouché, pensa-t-elle. Seule dans une grotte au milieu de la forêt, en pleine tempête, avec un monstre à mes côtés. Non, pas un monstre. Quelqu'un qui m'a aidé. Monique disait, tu es indigne, faible, insignifiante. Sans moi, tu n'es rien. Mais j'ai accouché seule, j'ai survécu. Mon fils à moi. Elle voulait me le prendre. Elle disait, tu es instable, indigne d'être mère. Peut-être que je n'ai pas d'argent, pas de maison. Pas de travail, rien. Mais je l'ai, lui, et je suis en vie. J'ai traversé tout ça, la douleur, la peur, tout. Je suis digne. Non pas parce que quelqu'un l'a décidé,
mais parce que j'ai survécu. Je suis une mère. Manon leva les yeux vers la bête. Elle était assise à l'entrée, gardant leur tranquillité. Merci, dit-elle doucement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous comprenez, mais merci. La bête tourna légèrement la tête. Elle avait entendu, mais ne se retourna pas. Manon s'allongea prudemment, posant son fils à côté d'elle, le couvrant du bord de son pull. Elle s'enroula autour de lui. La bête se leva, s'approcha du feu, ajouta des bûches. Le feu s'embrasa plus vivement, plus chaudement. La chaleur se répandit dans la grotte. Manon ferma les yeux. La fatigue la submergea. Son corps était endolori, mais son âme était en paix. La dernière chose qu'elle vit avant de s'endormir fut la silhouette de la bête à l'entrée de la grotte. Immense, sombre, effrayante pour n'importe qui, mais pas pour elle. Elle les protégeait, elle et son fils. Pour la première fois depuis des jours, Manon se sentait en sécurité. En sécurité avec un monstre, en danger de mort avec un être humain. Un paradoxe. Un paradoxe cruel et vrai. Elle s'endormit, serrant son fils contre son cœur. La tempête hurlait dehors. La bête ne dormait pas, elle veillait. Manon ouvrit les yeux lentement. Lumière. Une lumière vive et froide filtrait par l'entrée de la grotte. La tempête s'était calmée. Elle tourna la tête. À côté d'elle, sur les peaux, son fils, enveloppé dans un pull, dormait. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait régulièrement. Manon tendit la main, toucha son front. Tiède, pas brûlant, vivant. La bête était assise à l'entrée, le dos tourné, regardant la forêt baignée de la lumière du matin. Elle entendit qu'elle s'était réveillée. Se retourna, émit un son bref. Un salut. Manon s'assit, grimaçant de douleur. Tout son corps était endolori après l'accouchement. Ses muscles ne lui obéissaient pas. Bonjour, dit-elle en souriant doucement. Des mots étranges. Adressés à un monstre dans une grotte. Mais la bête sembla comprendre, hocha la tête. Elle se leva, se dirigea vers le coin, prit le bol, puisa de l'eau, l'apporta à Manon. À côté, dans sa paume, des bailles, petites, rouges. Des myrtilles sauvages. Où les as-tu trouvées en hiver? Demanda Manon, surprise, en prenant le bol. La bête ne répondit pas, la regarda simplement boire. Manon mangea les baies, acides mais savoureuses. Elle but l'eau jusqu'à la dernière goutte. Elle était affamée. La bête reprit le bol, le mit de côté, puis montra la sortie. Il est temps. Manon comprit, hocha la tête. Il est temps de retourner vers les humains. Elle commença à s'habiller, enfila son pantalon, lentement, grimaçant, son pull, sa veste, séchée près du feu, chaude. Elle enveloppa son fils dans le pull, puis l'entoura d'une écharpe, le glissa sous sa veste, contre son corps. Pour le garder au chaud. Elle prit son sac, vérifia son contenu, papier, peigne, petites choses, tout y était. La bête attendait à la sortie. Quand elle fut prête, elle sortit la première, s'arrêta dehors, regardant autour, tendant l'oreille, puis lui fit signe que la voie était libre. Manon sortit de la grotte. Le froid la saisit, mais l'air était frais, pur. Le ciel était gris, mais plus de tempête. Silence. La neige lui arrivait aux genoux. La bête se mit en marche, ouvrant la voie. Ses jambes énormes s'enfonçaient, mais elle avançait d'un pas sûr. Manon la suivait, dans ses traces. C'était plus facile ainsi. Elle ne parlait pas. Seul le crissement de la neige sous leurs pieds. Manon regardait le dos de la bête, large, puissant. La fourrure brillait dans la lumière du matin. Le soleil perçait à travers les nuages, colorant la neige d'or. Elles marchèrent une demi-heure, peut-être plus. Manon était fatiguée, mais ne se plaignait pas. Le bébé sous sa veste ne pleurait pas, il dormait, réchauffé par sa chaleur. La bête s'arrêta au sommet d'une colline, montra le bas. Manon s'approcha, regarda. En bas, la route, déblayée, bien que recouverte de neige sur les bords. Pas de voiture en vue, mais il y avait une route. Je peux y arriver, dit Manon en regardant la pente. La bête la regarda longuement, d'un air scrutateur.
Puis elle se pencha et la prit de nouveau dans ses bras. Non, je peux marcher, commença Manon, mais elle la portait déjà. Elle descendit la pente prudemment, lentement, posant ses pieds avec soin pour ne pas glisser. Le bébé était entre eux, protégé. Près de la route, la bête la déposa sur la neige, se redressa de toute sa hauteur, immense, effrayante. Manon se mit debout, chancelante. La faiblesse ne l'avait pas encore quittée. Elle regarda la bête, ne sachant que dire. « Tu nous as sauvés », prononça-t-elle doucement, la regardant dans les yeux. « Je ne sais pas pourquoi, mais tu nous as sauvés. » La bête tendit la main, lui toucha la tête, doucement, presque tendrement. Puis elle toucha le bébé sous la veste, le caressa à travers le tissu. Manon se mit à pleurer. Les larmes coulaient toutes seules sur ses joues. « Comment puis-je te remercier ?» demanda-t-elle à travers ses larmes. « Je ne sais même pas qui tu es. » La bête ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Elle recula d'un pas, de deux, de trois. Vers la forêt. « Attends !» cria Manon en s'avançant. « Je ne sais même pas qui tu es. Comment t'appelles-tu » La bête s'arrêta, se retourna, la regarda une dernière fois. Il y avait quelque chose dans ses yeux jaunes, de la tristesse, de la compréhension, un adieu. Elle se tourna et s'enfonça dans la forêt à grandes enjambées. Rapidement. Manon la suivit du regard. Sa silhouette apparut entre les arbres. Une dernière fois, et disparut. Elle se tenait sur la route déserte. Seule. Son sac dans une main, son bébé sous sa veste. Autour, seulement la neige, la forêt et le silence. Elle regarda la forêt, puis la route. Au loin, elle entendit un bruit de moteur. Manon s'avança au milieu de la route, leva la main. Faisant signe. Un vieux 4x4 sortit d'un virage. Il freina. De la cabine sauta un homme d'une cinquantaine d'années en veste de camouflage, barbu. « Qu'est-ce que tu fais là » demanda-t-il, surpris. « Tu es gelé. »« Aidez-moi » souffla Manon. « J'ai accouché. J'ai besoin d'un hôpital. » L'homme écarquilla les yeux. « Jean-Luc. Marc. » cria-t-il. « Vite, ici. » De la voiture sortirent deux autres hommes. Ils entourèrent Manon, la prirent par les bras, la conduisirent au 4x4. « Comment as-tu survécu à une telle tempête » demandait l'un, l'installant sur la banquette arrière. « C'est un miracle » secouait la tête l'autre, Philippe, la couvrant de sa veste. Manon était assise dans la chaleur de la voiture, serrant son fils contre sa poitrine, regardant par la fenêtre la forêt. Les hommes discutaient à l'avant. « Quelle tempête hier ! Je pensais que la maison allait s'envoler. Et elle a survécu quelque part. Avec un nouveau-né. Un miracle » répéta le conducteur, démarrant le moteur. Manon caressait la tête de son fils, murmurant « Oui, un miracle ». Elle regarda ses mains. Sur ses paumes, des égratignures. Des griffes de la bête. De fines lignes rouges. Une preuve ou non? Les hommes ne la croiraient pas. Personne ne la croirait. La bête n'existe pas. Tout le monde le sait. Mais Manon connaissait la vérité. Elle l'avait vue, touchée, avait été sauvée. Et ce serait son secret. Rien qu'à elle. La voiture démarra. La forêt resta derrière. Manon ferma les yeux, s'appuyant contre la vitre. « Merci » murmura-t-elle si bas que personne ne l'entendit. « Où que tu sois. »« Merci. » Le bébé s'agita sous sa veste, se mit à pleurer doucement. Il avait faim. Manon le mit au sein. Il se calma, tétant. La vie continuait. Manon était allongée dans une chambre de la maternité, regardant le plafond. Son fils dormait dans son berceau à côté, dans un linge de l'hôpital, respirant doucement. Les médecins l'examinaient 2 fois par jour, secouaient la tête, s'étonnaient. Incroyable, il est en bonne santé pour un accouchement dans de telles conditions, disait le pédiatre, Lucas, un jeune homme à lunettes. Vous avez eu de la chance. Manon hochait la tête, sans discuter, mais pensait autre chose. Pas de la chance. On m'a sauvé.
Elle raconta une histoire crédible. Perdue dans la tempête, elle avait trouvé une cabane abandonnée. Elle y avait accouché seule. Le matin, elle était sortie sur la route. De la bête, elle ne dit rien. Qui l'aurait cru? Le 3e jour après son admission, une infirmière, Marie, âgée et bienveillante, qui avait apporté à Manon des couvertures supplémentaires, entra dans la chambre. « Vous avez de la visite » annonça-t-elle. « Qui » demanda Manon en s'asseyant sur le lit. « Une femme. » L'infirmière haussa les épaules. « Elle dit que c'est votre belle-mère. » Manon se pétrifia, son cœur se serra. « Monique. » Une minute plus tard, Monique entra dans la chambre. Dans le même manteau de fourrure claire, maquillage impeccable, coiffure parfaite. Comme si, 3 jours plus tôt, elle n'avait pas poussé une femme enceinte dans une tempête. Elle s'arrêta près du berceau, regardant le bébé endormi. Visage impénétrable, comme un masque. « Tu as donc accouché » prononça-t-elle d'un ton neutre. « Comme vous le voyez » répondit froidement Manon sans se lever. « Un garçon » demanda Monique sans quitter l'enfant des yeux. « Oui » confirma brièvement Manon. « Il ressemble à Nicolas » remarqua Monique doucement. Silence. Seul le bourdonnement des néons, le bruit du couloir derrière la porte. Monique se dirigea vers la chaise près du lit, s'assit sans y être invitée, posa son sac sur ses genoux. « J'ai appris que tu étais à l'hôpital » dit-elle en regardant Manon. « J'ai décidé de passer. »« Pourquoi » demanda Manon sans changer d'intonation. « Je suis ta belle-mère » répondit Monique avec un léger sourire. « La grand-mère. »« Vous m'avez chassé pour que je meure » prononça Manon, serrant brusquement les poings sur la couverture. « Vous n'êtes pas la grand-mère. » Monique soupira, comme si elle entendait une bêtise. « J'étais bouleversée » expliqua-t-elle doucement. « J'ai parlé sous le coup de la colère. Tu comprends, n'est-ce pas » Manon n'en croyait pas ses oreilles. « Sous le coup de la colère » répéta-t-elle en se levant. « Vous avez menacé de me prendre mon enfant. Vous avez dit que j'avais ruiné Nicolas. »« Je pleure mon fils » objecta calmement Monique. « Tu devrais comprendre. » Manon s'approcha du berceau, se plaçant entre lui et Monique. « Protectrice. »« Je comprends » dit-elle doucement. « Mais ce n'est pas une excuse. » Monique se redressa sur sa chaise. « Je ne suis pas venue m'excuser » déclara-t-elle plus fermement. « Je suis venue parler de l'avenir. »« Nous n'avons pas d'avenir ensemble » trancha Manon. « Mon petit-fils a un avenir » objecta Monique, se tendant. « Et j'ai l'intention d'y participer. »« Non » dit Manon. « Simplement, non. » Monique se leva. « Tu ne peux pas m'en empêcher » prononça-t-elle durement. « Je le peux » répondit Manon, la regardant droit dans les yeux. « Je suis sa mère. »« Et moi, je suis sa grand-mère. » Monique s'avança. « Et j'ai des droits. J'irai en justice. » Manon eut un petit rire. Pour la première fois, elle n'avait pas peur. « Allez-y » lança-t-elle calmement. Monique haussa les sourcils, surprise. « Tu comprends que tu perdras » demanda-t-elle lentement. « Peut-être » haussa les épaules Manon. « Mais j'essaierai. »« Tu n'as pas d'argent pour un avocat » énuméra Monique en pliant les doigts. « Pas de logement, pas de travail. »« Je trouverai » répondit brièvement Manon. « Les services de protection de l'enfance seront de mon côté » continua froidement Monique. « Peut-être » répéta Manon. « Mais je ne donnerai pas mon fils. » Monique serra son sac dans ses mains. « Espèce d'idiote têtue » cria-t-elle, perdant patience. « Je te propose mon aide. »« Vous me proposiez votre aide il y a 3 jours » demanda Manon doucement mais distinctement. « Quand vous me poussiez dans la tempête ?» Monique se tut, prit une profonde inspiration. Se rassit, changea d'expression, plus douce, plus amicale. « Manon » commença-t-elle d'un ton conciliant. « Je reconnais que j'ai été cruelle. Mais j'étais sous le choc. Mon fils est mourant. Je ne savais pas ce que je faisais. » Manon resta silencieuse, les bras croisés sur sa poitrine. « Recommençons à zéro » proposa Monique en se penchant en avant.
Pour le bien de l'enfant. Je t'aiderai avec de l'argent, un logement. Tu n'auras pas à travailler, tu pourras t'occuper de ton fils. N'est-ce pas ce que tu veux? Et en échange? Demanda Manon doucement. Rien, répondit rapidement Monique. Enfin, je rendrai visite à mon petit-fils, je participerai à son éducation. Contrôler, la corrigea Manon. Aider, insista Monique. Vous m'avez aidé pendant toute ma grossesse, prononça Manon lentement. Je me souviens de chacune de vos paroles. Je voulais le meilleur pour mon fils, se justifia Monique. Vous vouliez que je disparaisse, objecta durement Manon. Il y a 3 jours, vous avez eu votre chance et vous avez essayé. Monique pâlit. Tu m'accuses de tentative de meurtre? Demanda-t-elle d'un ton glacial. Je dis la vérité, répondit Manon. Monique se leva brusquement. Son visage de nouveau froid, fermé. Bien, prononça-t-elle sèchement. Tu refuses mon aide? Je m'en souviendrai. Souvenez-vous-en, hocha la tête Manon. Tu le regretteras, promit Monique en prenant son sac. Je l'ai déjà regretté, répondit Manon doucement. Le jour où j'ai épousé votre fils. Monique devint encore plus pâle. N'ose pas. Commença-t-elle, menaçante. Vous l'avez rendu dépendant de vous, la coupa Manon. Même moi, il ne m'a jamais choisi complètement. Il vous écoutait toujours plus. Parce que je suis sa mère. Cria Monique. Non, secoua la tête Manon. Parce que vous ne lui avez jamais laissé le choix. Monique se dirigea vers la porte, s'arrêta sur le seuil, se retourna. Nicolas s'est réveillé hier, lança-t-elle. Manon se figea. Quoi? Murmura-t-elle. Il a été conscient pendant 3 heures, continua Monique d'un ton neutre. Il a demandé après toi. Et qu'avez-vous dit? Demanda Manon, sentant un froid glacial se répandre dans sa poitrine. Monique la regarda droit dans les yeux. J'ai dit que tu étais parti, répondit-elle calmement. Que tu l'avais abandonné dans le coma, que tu n'avais pas supporté le fardeau. Vous. Souffla Manon en reculant d'un pas. Vous êtes un monstre. Je suis une mère, la corrigea froidement Monique. Je protège mon fils des déceptions. Je vais aller le voir, dit Manon avec détermination. Je lui dirai la vérité. Il est de nouveau dans le coma, l'informa Monique en haussant les épaules. Les médecins ne savent pas s'il se réveillera encore. Elle sortit de la chambre. Près de la porte, elle s'arrêta sans se retourner. Si tu changes d'avis, appelle, lança-t-elle par-dessus son épaule. L'offre est valable 1 semaine. La porte se referma. Manon resta au milieu de la chambre, tremblant de tout son corps. De colère, de peur, de douleur. Elle s'approcha du berceau, prit son fils dans ses bras, le serra contre sa poitrine. On va s'en sortir, lui murmura-t-elle au sommet de sa tête. Sans elle. Je te le promets. Épilogue. 1 semaine plus tard, Manon sortit de l'hôpital. Son amie Chloé, celle qui n'avait pas répondu à son appel cette nuit-là, l'attendait à la sortie. Elle pleurait, s'excusait. Le téléphone était en mode silencieux. Elle n'avait pas entendu. Manon ne lui en voulait pas. Chloé lui proposa de l'héberger. Manon accepta. 2 semaines plus tard, Manon trouva un travail de serveuse dans un petit bistrot de village non loin de chez elle. Comme avant. La propriétaire, Isabelle, accepta un horaire flexible tant que l'enfant était petit. 1 mois plus tard, elle loua une chambre de service en périphérie. Petite, humide, mais à elle. L'argent était compté. Pâtes, lentilles, légumes bon marché. Mais elle s'en sortait. Monique appela une fois. Manon ne décrocha pas, bloqua son numéro. Nicolas ne se réveilla plus jamais. Manon la prit par une infirmière connaissance à l'hôpital. Elle voulut aller lui dire adieu, mais que dire? Il n'entendrait pas. 3 mois après l'accouchement, Nicolas mourut. Le cœur n'avait pas tenu. Manon alla à l'enterrement, se tenant à l'écart, près du mur du cimetière communal, avec la poussette. Veste noire, foulard sur la tête. Monique se tenait près de la tombe, entourée de la famille.
Elle vit Manon, la regarda de l'autre côté du cimetière. Longuement, froidement. Elle ne s'approcha pas. Manon non plus ne s'approcha pas. Elle lui dit adieu de loin, en pensée, et partit avant la fin de la cérémonie. Le soir, Manon était assise dans sa chambre louée, berçant son fils. Il s'endormait, suçant son poing. Elle regardait par la fenêtre. Il faisait déjà nuit. Dehors, la forêt commençait. La chambre était à l'extrême limite de la ville. Manon se souvint de la bête. Ses yeux jaunes, sa chaleur, sa sollicitude silencieuse. « Merci », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Où que tu sois. » Elle ferma la fenêtre, tira le rideau, déposa son fils dans son berceau à côté de son lit, et s'allongea. Ils étaient seuls, complètement seuls au monde, mais ils étaient vivants. Elle avait traversé la tempête, la douleur, la trahison, un accouchement dans une grotte avec un monstre, et elle avait survécu. Elle s'était prouvée à elle-même, pas à Monique, qu'elle était digne. Pas par l'argent, pas par le statut, pas par l'approbation des autres, mais par la force, l'obstination, l'amour pour son fils. C'était suffisant. Cela suffirait. Manon ferma les yeux et s'endormit. Dehors, dans la forêt, loin dans les profondeurs, une ombre immense se déplaçait entre les arbres. Elle s'arrêta à la lisière, regarda les lumières de la ville. Puis elle se tourna et s'enfonça dans la forêt. Pour toujours. Merci d'avoir regardé. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos impressions. Votre commentaire est très précieux pour nous. M.